Futur RCF, et là c'est une émission exceptionnelle, ce n'est pas un hasard ce titre de l'émission. Retour à l'Île-sur-Sorgue pour un événement important dans le village des antiquaires de la Gare, qui est un lieu absolument superbe. Je tenais absolument à vous avoir, Alice Casado, et reviendra avec votre grand-mère Marcel. Vous venez de sortir un livre aux éditions Stock, Sois la bienvenue. On reviendra avec Marcel, pourquoi ce titre? Moi j'ai lu ce livre. Et l'histoire, la saga familiale de René Char, c'est un... Comment dire? J'ai pleuré à certains moments. J'ai pleuré à certains moments. Parce que c'est effectivement un livre, je dirais un roman, à la Victor Hugo, à la Émile Zola, etc. Alice, comment cette idée vous est venue avec tout ce que vous avez entendu de Marcel, votre grand-mère, des liens familiaux, etc. Vous vous êtes dit, quand je porte cette histoire et j'irai absolument jusqu'au bout. Que s'est-il passé? Je pense qu'au fond, j'ai toujours su que ça me reviendrait d'écrire ce livre. Depuis toute petite, voilà, j'entends parler de cette histoire. Je suis très proche de ma grand-mère. Elle m'a beaucoup parlé donc, de sa souffrance de ne pas avoir été reconnue par son père. Oui, je pense que je l'ai toujours su au fond de moi, même si peut-être que je faisais un déni parce que la tâche me paraissait insurmontable. J'ai fait plusieurs tentatives. J'ai écrit un mémoire sur René Char à Sciences Po. On a rencontré des amis, des gens qu'il connaissait, qui étaient proches de lui. Voilà, petit à petit, tout m'a mené vers ce livre. Et on a eu plein de péripéties que je raconte dans ce livre. Et la dernière en date, c'était d'avoir découvert une lettre de René Char dans laquelle il appelait pour la première fois ma grand-mère sa fille. Et cette lettre, on voulait... une lettre adressée à Tina Jolas, qui était sa compagne, et qui était conservée à la bibliothèque Jacques Doucet. Une lettre qu'on aurait voulu consulter pour la voir de nos propres yeux, voir l'écriture de René Char, écrire Marcel, ma fille. Et on n'a pas eu le droit d'aller la consulter. Et j'ai senti que pour ma grand-mère, c'était un échec de plus, l'échec de trop, voilà. La goutte qui a fait déborder le vase, elle en a vraiment souffert. Et voilà, et je pense que quelques jours après, je me suis dit, bon, là j'ai tout essayé, on va y revenir, mais le test ADN, ça l'a pas soulagé. J'ai fait mon mémoire sur lui à Sciences Po, ça n'a pas marché non plus. Cette lettre, on n'a pas réussi à la lire. J'ai dit, bon, ben, là j'en ai marre, c'est bon, je vais écrire le livre, il n'y aura plus de doute possible, et puis je vais être maître c'est moi qui vais pouvoir raconter l'histoire comme je le veux, l'histoire telle qu'elle s'est passée, et je vais la raconter, et je vais l'écrire. Déjà, je me suis dit, je vais écrire le livre, l'éditer, c'était déjà une autre paire de manches, mais je me suis dit, déjà, je vais l'écrire l'histoire pour qu'elle puisse la lire, et on verra ce qu'il adviendra. On peut parler de René Char, parce que énorme poète, je veux dire, quelle histoire, la famille, le grand-père, le père, plâtrier, etc. Il n'était pas destiné à devenir un énorme poète, sauf qu'il a lu d'une manière exceptionnelle, il n'a pas fait d'études, etc. C'était un guerrier, je veux dire 1m98, je crois qu'il faisait 48 de pointure, il en imposait à l'Île-sur-Sorgue. Je ne vais pas revenir sur ces histoires amoureuses parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, ma chère Marcel, mais je veux dire c'était un personnage de légende parce que la résistance, Capitaine Alexandre, c'est ça, hein, je veux dire. Ça a changé tout le point de vue qu'il avait avant la résistance sur les hommes et après la résistance sur certains hommes. Je veux dire par là des braconniers, des petits, des hommes de tous les jours, des hommes de la vie. Et avant ça, il côtoyait à Paris les Éluards, les Bretons. Je veux dire par là, il y a eu la résistance et son regard a changé obligatoirement. Et il a jugé des gens qui croyaient au-dessus de tout et qu'en définitive, quand il était dans le maquis, il s'est rendu compte que des fois, ce sont des gens simples qui sont les plus, comment dire, nobles. Le mot ne me vient pas. Oui. Mais à travers ce livre, ce qui est fascinant, c'est que vous avez, Alice,
retraduit l'histoire de l'Île-sur-la-Sorgue, justement. Dans le temps, on disait les pêcheurs, les voyous, les artistes, Voilà. etc. C'était un petit bourg, on vivait sur l'eau, on pêchait, etc. Voilà. C'est une sacrée histoire. Il y a d'ailleurs des reportages que l'on peut retrouver sur René Char qui se balade. Je suis sûr qu'il a connu cet endroit, Voilà. qui n'est pas ce qu'il est devenu, cet endroit. Mais, et puis, on va revenir avec vous, mais l'époque des surréalistes, parce que c'est complètement fou. Il est avec Paul Éluard, Breton, Louis Aragon, etc. Il crée le mouvement surréaliste. Celui qui avait sa plus grande amitié, c'était Albert Camus. On y reviendra avec Albert Camus. Parce que moi, j'ai été étonné. Alice n'en parle pas trop, mais j'ai été étonné de son amitié. C'était deux personnages complètement différents. Complètement différents. Albert Camus, c'était son... À lui, c'était son idole à lui. Ah ouais. C'est fou. Alors, je reviens au Par surréalisme. contre, il y en a un qui... Enfin, bon, je ne vais pas citer des noms parce qu'il est trop connu, mais moi, il m'a dit... Ah, c'est un CON, en parlant de... Attention, Oh. un monsieur, un écrivain, un monsieur. Par rapport, toujours pareil, par rapport à la résistance. Par rapport, voilà. Une fois qu'il est retourné de là-bas, son jugement n'était plus le même. Non, mais je vois de qui vous parlez, mais Voilà, je devine. Voilà. Je devine. Voilà. Je reviens au surréaliste à Paris. Quelle histoire, parce que... Moi, je dis ce qu'il m'a dit. Hein. Non, non, non. Après, voilà. Non. Je reviens au surréalisme, parce qu'effectivement, je dirais pas c'était des clochards célestes, comme disait Jacques Kerouac, mais c'était absolument superbe. Quand ils ont saccagé le bistrot, le bal d'aurore, je veux dire exceptionnel, où là, il a reçu le coup de couteau. un coup de couteau dans l'aine. C'était la grande époque du surréalisme. Et c'est là qu'il a eu sa septicémie et qu'il a failli mourir. Il a eu l'empoisonnement du sang quand il a eu ça. Là. Il avait une sacrée carcasse parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore des antibiotiques hein, et il a failli en mourir. Hein. Ah oui, mais ce n'était pas sa première expérience. Hein. J'ai vu que Pasteur lui a sauvé sa vie. Il était parti à Marseille parce qu'il avait été mordu par son chien enragé. Hein. Quel personnage. Ah oui, tout à fait. On va y revenir. Ma chère Alice, vous avez découvert toutes ces choses grâce à votre grand-mère. Au fil du temps, vous avez fouillé, vous avez rencontré des gens, notamment, je crois qu'il y a des amis ici qui sont proches. Comment vous avez fait pour à la fois écrire ce livre avec ces éléments et je dirais en faire un véritable roman? Parlez bien dans le parce que je pense que l'histoire en elle-même est un roman. Et elle ne demandait plus qu'à être racontée, à romancer. Moi, j'ai pas beaucoup de mérite. Hein. J'ai rien inventé. Les faits étaient là. Il a suffi de les raconter. Ce que j'ai voulu faire, en revanche, c'est parce que bon, ça peut être vite ennuyeux, je pense, de lire une histoire comme ça. C'était de le tourner un peu sous l'aspect d'une enquête policière, voilà. Que ma grand-mère et moi, on se retrouve un peu des détectives de pacotille à essayer de courir après cette identité, cette filiation, voilà, illégitime. Et je voulais pas que le résultat, mais d'ailleurs ma grand-mère non plus, soit dans le pathos. Je voulais pas tomber non plus dans le livre à charge contre René Char, qu'on admire finalement elle et moi beaucoup. Donc je me suis dit que pour éviter tous ces écueils, il fallait peut-être que je reste un petit peu sur le ton de l'humour, de la légèreté pour raconter notre histoire. Et ce qui est émouvant dans le livre, c'est voilà, c'est la vie de mon arrière-grand-mère, j'imagine, sur laquelle on reviendra. Mais voilà, je voulais pas tomber dans le livre revanchard, non, pas du tout. Alors justement, Marcel, moi ce qui m'intéresse dans le livre, c'est Malou. Ça, c'est maman. C'est maman. Alors racontez-moi, parce que ça, c'est du Émile Zola. À cette époque, les enfants abandonnés dans la rue, etc., non. Elle a vécu une vie de galère. Attendez, Marcel, moi j'ai comparé ça à cette époque, à La Môme, Édith Piaf. 1914. En pleine guerre, le commencement de la guerre. Son père mobilisé, sa maman qui venait d'accoucher,
C'était la dernière maman. Et sa mère est morte, pareil. À cette époque-là, on appelait ça la fièvre purpurale. Elle est morte, maman avait 4 mois. 4 mois. Son père n'était pas là. Donc, elle et son frère ont été à l'assistance publique immédiatement. Et il fallait trouver des nourrices. Et on plaçait ces petits bébés de 4 mois chez des personnes qui avaient déjà des enfants, qui nourrissaient d'autres enfants. Et donc, ces enfants étaient placés. Et on payait ces gens pour nourrir ces petits abandonnés, là. Donc, ma mère, excusez-moi, chaque fois, ça me... Je comprends. Elle a, je ne sais pas combien de nourrices, elle a eu, à combien de seins elle a tété de lait à 4 mois. Et elle n'a jamais pu bouger de l'assistance publique, elle a toujours été. Et voilà, c'est eux qui se sont occupés de la placer, en grandissant, voilà, un peu plus grande, un peu plus petite. Voilà, c'était l'horreur. Voilà, l'horreur. Et puis après, ça a continué. Après, alors, comme elle raconte Alice dans son livre, elle était placée dans des fermes au pied du Ventoux, là, Sceaux, tout ça. Là. Il y avait des. Pour garder les animaux, les chèvres, les brebis, voilà, tout ça. Mais ils étaient des milliers. Hein. Ils étaient des milliers. Elle n'était pas seule, il y en avait d'autres pêcheurs. Hein. Par village, ils étaient parfois sans enfants de l'assistance publique. Mais moi, ce qui m'a toujours étonné, je ne sais pas, hein, peut-être qu'avec le livre d'Alice, on va tout d'un coup retrouver, mais c'est de voir qu'il n'y avait personne du côté de son père, ou du côté, parce que ce n'étaient pas des enfants abandonnés, ils avaient un nom. Elle s'appelle Bec, elle avait un nom, son père s'appelait Bec, je veux dire, voilà, c'était pas... Elle a jamais eu ni un oncle, ni une tante, d'un côté, ou de son père, ou de sa mère, qui réclame ses enfants. Personne. Le désert complet. Voilà. Jusqu'à 17 ans, vous êtes enfermé, vous ne pouvez pas rien faire de vous-même, vous pouvez pas. Tout est répété à l'inspecteur qui vient. Quand on entend maintenant la liberté revendiquée par toutes ces femmes dans les rues, ça me... Disons que... Voilà. Il a fallu deux générations pour que les femmes elles aient un peu de liberté. Malo, c'était quand même une révoltée, pour cause. Elle avait un peu ce chose de quand elle était placée chez les Chars, avec Madame Char, elle s'est attrapée quelquefois. Ah ouais, ma mère elle avait un peu cette chose de se révolter, de vouloir avoir un peu de liberté. Mais justement, elle avait 17 ans. Quand elle rentre travailler dans la famille Char, vous avez des éléments, justement, parce que, à juste titre, ma chère Alice, et donc Marcel, on sent que vous n'êtes pas très tendre avec la maman de René Char. Hein. Ah non. Ah, s'il y en a une que, oui, alors elle... Hein. Alors, je vais vous dire, dans cette famille, j'étais 4 enfants. Hein. Ils étaient 4. Et donc, il y avait 2 clans. Il y avait le clan René et Lily. Ça, c'était le frère et la sœur, ils s'aimaient beaucoup. Et puis, il y avait le clan Albert et Milienne. Ça, c'était l'autre clan. Ils ne s'entendaient pas tous les 4. Mais, alors, tout le monde a critiqué ce pauvre Albert. Après la guerre, bon, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé ni rien, mais enfin, toujours dit que ma mère, elle n'en parlait jamais, elle ne voulait pas. Mais quand elle en parlait, c'était le seul de la famille qui avait à ses yeux, qui avait du cœur. Parce que quand même, Madame Charles s'est permis de la gifler, ma mère, hein, quand elle lui a dit « Je suis enceinte de René », paf, ça a tombé. Et c'est là que Albert a pris sa défense. Et ma mère, elle se rappelait de ça. Elle a dit « Ça a été le seul qui a pris ma défense et qui a dit « Maman, tu n'as pas le droit de la toucher. Laisse-la tranquille. » Voilà. Alors moi, je suis allé le voir après mon cousin, le fils d'Albert, mais longtemps après, je me suis dit, tiens, il habite à Avignon. Et je lui ai téléphoné, ce brave garçon, un peu cher. On était du même âge, peut-être un peu plus vieux que moi. Et au téléphone, je me suis fait connaître. Oh, il restait. Il me dit, ah bon,
Ah oui? Alors il me dit, oui, en effet, mon père en avait parlé un peu. Ah mais vous avez qu'à venir, venez me voir, venez. Et venez me voir, on en parlera. Et alors j'avais pris mon fils avec moi, mon fils aîné, qui est, j'ouvre une parenthèse, le sosie de son grand-père. Hein. Et j'ai dit, viens, mène-moi chez M. Char, à Avignon, il nous attend. Alors je lui ai dit à M. Char, je lui ai dit, j'amènerai mon fils aîné. Et vous me direz ce que vous en pensez. Et nous sommes arrivés. Hein, et quand il a vu, comme, je sais pas moi, à quelques mètres, il a regardé, il a dit, oh toi, tu es un char. À son physique, tu es un char. Mais cet homme ne pouvait pas savoir, quand je lui racontais ce que maman me racontait par rapport à son papa, il pleurait. Il m'a dit, si vous savez comme ça me touche ce que vous dites de mon père, que beaucoup de gens l'ont critiqué, ça me touche énormément. Et ça m'avait fait plaisir de lui faire plaisir. Voilà. Allez, on fait une petite pause et on revient tout de suite.